Merci d'être des nôtres, bienvenue à tous. Je voudrais vous saluer, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce programme qui s'articulera autour de notre industrie culturelle en France. Chaque année, au sein de la communauté camerounaise basée en France, nous recensons au bas mot près de 700 spectacles déclinés en concerts, en spectacles vivants, en soirées de gala, en showcase. Tout ceci semble donc bénéfique et du pain béni pour les artistes. Est-ce vraiment le cas ? Nous sommes donc allés à la rencontre des observateurs avertis, des hommes de médias, des producteurs, des managers, des artistes pour essayer de comprendre les zones d'ombre, l'envers du décor, la face cachée de cette sphère qui semble fonctionner avec ses propres codes et langages. Diaspora culturelle camerounaise de France, un magazine écrit et goupillé par un jeune réalisateur camerounais qui monte, Cyborg. Regardez. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. Mais je constate, après 3 ans de spectacle avec des Camerounais, qu'il y a un problème. Qu'on se retrouve avec des artistes qui ont gagné les Canals d'Or. Et que ces artistes-là ont de la peine à remplir des salles. Qu'on se retrouve avec des artistes qu'on amène dans des vraies salles de concert. Il y a très peu de monde, mais les mêmes artistes, quand ils vont jouer dans les soirées, c'est plein. Je me pose donc la question, quand un artiste dit qu'il est populaire, et qui va remplir une salle, est-ce que c'est l'artiste qui remplit la soirée ou est-ce que c'est la soirée qui remplit la soirée? Je me pose toutes ces questions. Et donc, ça veut dire aussi que je me pose aussi les questions sur l'intérêt réel des Camerounais pour leurs propres artistes. Certains leaders de la diaspora se sont ruinés. Ils se sont dit vont contrôler le showbiz. Sans savoir ce que c'est que le showbiz. Je veux vous citer, mais bon, je n'ai pas besoin de citer les noms, parce qu'il y en a certains qui sont des intellectuels, mais ils vont faire des réunions pour pouvoir contrôler le showbiz sans connaître ce que c'est. Les nouveaux leaders ont vu d'un mauvais œil une nouvelle façon de faire la culture. Ils ont vu d'un mauvais œil le concert dans les salles mythiques. Torpedo, quand il est arrivé, il a voulu révolutionner, je pense, les choses. Mais malheureusement, il a été incompris. Il a été incompris parce que, bon, beaucoup ont cru que c'était... Ils marchaient sur leur plate-bande. Donc, du coup, il n'a pas eu le soutien qui devait être, en fait, naturel, j'ai envie de dire. Un des points qui m'avait permis de penser clairement et de le dire à Torpedo qu'il a été, cette sortie était maladroite, la sortie selon laquelle il accusait les organisateurs des spectacles qui est un lobby pour le... Non, ce n'est pas possible et ce n'est pas vrai. Parce que Torpedo et Guy Mambo, son collaborateur, savent que le spectacle de Tal André Marie et Sans Fantoma, à moins un mois du spectacle, on allait toujours au mur. C'était un échec clair et net. Tal André Marie a pris son téléphone, a appelé personnellement les organisateurs de spectacles, donc tous les acteurs culturels du milieu parisien, pour leur dire: j'ai fête mon anniversaire à Paris et à l'Olympia. Vous ne me lâchez pas, les gars. Mettez-vous au travail pour moi. André Maritala a contacté des personnes, ceux-là même qui disent avoir des codes, qui se sont accaparés de ce projet et qui ont voulu le faire noyer. Je vais vous raconter une anecdote. Je me retrouve dans un cabaret de la place à l'époque, le Fou Club. Après l'heure de fermeture, nous sommes restés traînés. Et là, je pose la question à mes confrères et mes collègues, comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que ça donnera, le projet. Tous, à l'unanimité, m'ont dit que c'était mort. C'est l'homme qui détient les codes. Après, j'ai réagi, j'ai dit non, quand même. Soi-disant, il y avait tel qui était, oui, c'est Guy Mambo qui était le chef de ce projet. Oui, non, il ne fallait pas, c'était pas lui. J'ai dit, mais vous rigolez, il ne s'agit pas de Guy Mambo. Il s'agit des icônes, des légendes. À savoir, il y avait André Maritala, Sans Fantoma. Vous parlez de quoi? Dedi Djemba, il faut bien que je précise bien, Dedi Djemba, alias Koskos, il est Douala. Parce qu'à un moment, il y a eu des polémiques de... Je précise ça parce qu'à un moment, il y a eu des polémiques de tribalisme et tout. Il est Douala. Il a pris son téléphone, il a appelé individuellement, Gauthier a appelé individuellement. On s'est retrouvés tous au Périve Nord. C'est vrai.
C'est-à-dire que sans eux, la salle aurait été vide. Sauf, la différence, c'est que j'ai envie de dire, on va dire qu'ils ont bloqué d'abord, parce que moi, j'étais pas au courant de toutes les histoires d'associations. Les associations, en plus, ici, sont regroupées par communautés. Donc, j'ai compris après que les communautés Bamileke étaient puissantes et qu'il fallait passer par elles pour qu'ils décident leurs troupes à venir au concert. Donc, effectivement, c'est grâce à eux qu'on a réussi à remplir la salle. Mais j'ai pas envie de dire que c'est grâce à eux. J'ai dit au début, c'est des gens qui nous ont bloqués, qui ont dit n'allez pas au concert, parce qu'on n'est pas venu les voir, on n'est pas venu les flatter, on n'est pas venu leur payer leur bouteille de champagne, de whisky. Et à partir du moment où on a commencé à le faire, effectivement, ils ont débloqué la situation. Je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'on avait un plateau où on avait des artistes qui passaient dans des salles mythiques et que nous n'avons pas essayé de nous mobiliser comme on devait le faire. Dieu merci, j'ai été compris et voilà, on a lancé ce mouvement et on s'est battu et on sait ce qui s'est passé. Après que nous ayons réagi, parce que j'avais convoqué tous les acteurs culturels au Périph' Nord pour soutenir ce projet. On se regarde dans les yeux, on s'est dit, écoutez, on oublie que c'est Torpedo Production qui organise les Talents André-Marie à l'Olympia et San Thomas. Là, on ne peut pas se permettre l'échec de Talents André-Marie à Paris. C'est quand même une icône de la musique camerounaise. Tout le monde est sorti de la salle, gonflé à bloc. Et sur place, chacun a changé son Facebook. Et on avait d'ailleurs lancé un mot d'ordre qu'on avait appelé « Sauvons le soldat Talents André-Marie ». C'est des formidables monuments. Mais la jeunesse, est-ce que la jeunesse les connaît? Pas forcément. Donc ça a été difficile. J'ai été appelé, j'ai donné un coup de main. Et beaucoup de gens sont venus parce que pour nous c'était inconcevable que ces artistes-là ne réussissent par leur live. Mais honnêtement, on est allé, comment dirais-je, on a poussé les gens à venir. Pourquoi? Parce que par rapport à l'époque, ils n'avaient pas d'actualité. Il faut le dire. On a soutenu par nostalgie, mais ce n'était pas par adhésion, par passion. C'est des formidables artistes, hein. Mais sauf qu'il y avait un problème d'actualité. Il faut ramener ce qui fait vivre aujourd'hui. Tu ne peux pas nous faire vivre le passé. Ramener un artiste qui a chanté, c'est là 1980, et ramener cette personne-là, ça va attirer les jeunes. Le concert, c'est tout le monde qui va au concert. Même les enfants de 2 ans, 3 ans vont au concert. Ils devaient plutôt ramener ce qui bouge en ce moment. Et malheureusement, on n'a pas eu de retour de Torpedo et c'est vrai, d'autres s'en sont plaints parce que Torpedo ne nous a pas dit merci ou quoi que ce soit. Mais bon, moi je ne l'ai pas fait pour Torpedo, je l'ai fait au nom de la culture. Une question. Quand le spectacle de Talents André-Marie, San Thomas est fini à l'Olympia, quand Torpedo faisait ses comptes financiers, est-ce qu'on était là? Est-ce que quand il a gagné son argent, ça a marché, il a fait les entrées, est-ce qu'on était là? Non. C'est sa boîte, sa structure qui a gagné de l'argent. Nous, on a donné le coup de main, mais on ne peut pas éternellement donner le coup de main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut leur donner de l'argent, il faut... je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Moi, j'ai une comptabilité, j'ai une société. Si les gars, ils veulent qu'il y ait un partage de bénéfices ou de pertes ou de je ne sais quoi, parce qu'il y a aussi des pertes des fois, il faut qu'ils le comprennent et qu'ils les assument. Donc s'il faut qu'il y ait un partage, ça veut dire qu'on fait ce qu'on appelle une coproduction dès le départ. Il ne s'agit pas que quelqu'un fasse un projet, des gens arrivent comme ça, avec beaucoup de... comment dire ils arrivent de manière fortuite, ils t'aident, tu ne sais pas vraiment exactement quelle est leur action, si elle est efficace ou pas, et après, il faut leur donner quoi? Tes bénéfices, et s'il y a des pertes, est-ce que ces gens-là vont venir les partager? Donc non, effectivement, je n'ai pas compris. Après, j'ai entendu dire que des gens s'étaient fâchés, que Torpedo est parti avec ses bénéfices. J'ai presque envie de dire, tant mieux, je suis parti avec mes bénéfices, s'il y en a eu, et tant pis pour vous. Personnellement, je pense que ça va donner un coup de fouet, parce que je ne connais pas beaucoup de promoteurs en dehors de 2 ou 3
qui avait fait les efforts autant que ce que Torpedo a fait. On se rappelle de l'Olympia avec X-Malea et ainsi de suite. Je n'en connais pas beaucoup. Quand Torpedo arrive et veut commencer, il commence avec les X-Malea. À côté des X-Malea, il y a déjà une grosse guerre qui se positionne, qui va contrôler cet événement. Même si Torpedo ne le connaît pas, parce que il faut savoir que le milieu du showbiz, c'est un environnement très complexe. C'est-à-dire que plus vous êtes devant un événement d'envergure comme celui-là, c'est vous qui êtes en vie. Torpedo ne le connaît pas. Tout ce qu'on sait, a priori, on a ce sentiment que c'est Mimi qui est derrière. Or, le véritable problème, c'est que Mimi elle-même arrive à peine et s'accapare du projet parce qu'il faut sortir de là. S'il y a un succès, elle prend les points, comme ce fut d'ailleurs le cas. C'est-à-dire jusqu'aujourd'hui, on reste convaincu que c'est Mimi qui avait organisé, alors que dans le fond, c'est les rejeux qui sont derrière, c'est Torpedo qui était derrière, même si Mimi est venue après. Mais après, ce n'est pas forcément elle. Mais elle a quand même pris beaucoup de points dans cet événement. À côté de ça, il n'y a pas que Mimi. Tu as tous ces gars qui ont fait le showbiz parisien. Les Guimétans, les Mambo, les Coscos. Se retrouver à l'Olympia, c'est pas donné, c'est pas tous les jours. Et donc par conséquent, Torpedo, le lendemain, veut reprendre les choses et décide effectivement de reprendre les choses en organisant bien d'autres et en mettant de côté ceux et celles qui l'ont aidé plus ou moins à faire le succès de l'Olympia. Ce qui frustre aussi quand même une partie des gens, je ne citerai peut-être plus le nom, mais qui frustre une grosse partie des gens qui ont contribué à ce succès et retient quelques personnes via lesquelles il sait que non, j'ai besoin par exemple de Soppy Prod qui est mieux introduit et qui va véhiculer l'image. Je n'ai peut-être pas forcément besoin d'une telle, parce que bon, on ne peut pas tout expliquer, mais c'est là où le bas blesse et où le problème se pose. Du coup, on a un Torpedo qui entre dans le monde du showbiz camerounais avec des ennemis avec lesquels il entre. Va-t-il tenir long feu? C'est-à-dire que même si, au fil du temps, ces mêmes personnes viennent, ce n'est pas forcément à cause de lui, mais c'est plus par amitié, par affinité avec certains artistes qu'il produit que ces personnes viennent. Qu'est-ce qui se trame derrière? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le 7 juin 2017. Vous êtes dans les locaux de la boutique Pala Pala Musique à Paris. Et je me présente, donc je suis Bertrand de la société Torpedo Productions, société de production de spectacles que j'ai créée voici bientôt 7 ans et avec laquelle j'ai eu la chance d'organiser une multitude de concerts d'artistes camerounais et africains ces 3 dernières années. J'ai donc averti tout le monde de ma décision d'arrêter de produire et d'organiser des concerts et des tournées pour les artistes camerounais. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu constater que travailler avec les artistes camerounais et travailler pour le peuple camerounais à Paris était plus compliqué que ce que je ne le pensais. Et au fur et à mesure du temps, bon, je me suis un petit peu lassé et j'ai décidé d'arrêter donc d'organiser des concerts avec les artistes camerounais. Je m'appelle Cyborg, Chivas Cyborg. La décision de Torpedo me paraît encore comme un cauchemar. Pour comprendre comment il en est arrivé là, j'ai dû remonter à l'interview qu'il m'avait accordée dans les coulisses du concert des Renis à Paris. Moi, je ne suis pas visionnaire, mais j'aimerais juste que les gens eux-mêmes ouvrent leur esprit. Moi, depuis que Renis est arrivé, les gens me disent non, mais Renis, la sauce. La sauce quoi? Il n'y a pas que la sauce dans la vie, elle a tout un répertoire, elle a une voix magnifique. C'est super que ce titre lui ait donné de la notoriété, mais il ne faut pas s'arrêter à là. Il y a des artistes qui ont rempli des salles avec un seul tube, un seul. Mais Renis a plusieurs titres.
elle n'a pas que ce titre-là. Et quand moi j'ai découvert la petite, dans son spectacle, c'est une artiste à part entière. Donc il y a aussi des risques que les gens devaient prendre. On ne peut pas forcément partir sur du pain béni ou partir sur tout ce qui est cuit en aval. Non. Il y a aussi des risques qu'on prend dans la production. Et il y a aussi le public qui devrait prendre des risques pour venir découvrir. Pourquoi nous ne venons pas découvrir? On pense toujours qu'on devait aller petit pays. Petit pays, c'est l'artiste qui a des tubes et des tubes. Posez-moi la question, pourquoi les gens ne sont pas venus au concert Petit Pays? Pourquoi j'ai pris Guy Alexandre? Parce qu'en fait, j'aimais bien sa volonté. Sa volonté, je me suis dit, avec sa connaissance, il va aussi m'aider sur les... me dire tel artiste, on peut faire ci, on peut faire ça, aller dans tel endroit. Voilà, donc je n'ai pas du tout... c'était pas un choix, on va dire, très stratégique, c'était plus un choix lié sur quelqu'un qui voulait travailler avec moi, qui m'a fait une bonne impression et qui, jusqu'à aujourd'hui, et malgré des moments faciles et des moments difficiles, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours plaisir à discuter et avec qui j'aime toujours travailler. Avec les Camerounais, c'est un peu compliqué. Ils regardent l'artiste, ils regardent qui organise, qui est le communicateur, qui est la personne à vie. Et c'est pas comme ça en fait que ça marche. Qui est derrière? C'est la question qu'on vous pose. On n'est plus là en train de vous dire que non, j'aime tel artiste. Et c'est tout ça que Torpedo n'a pas vu venir. Lui, il croyait que quand il met une affiche, il va mettre tel artiste, il va faire le plein. Mais non, on a vu avec Petit Pays. Un an avant, Petit Pays a fait ses 30 ans. Il y avait quelqu'un derrière. C'était un succès phénoménal. Mais quand Torpedo a fait Petit Pays, dans une salle moindre, on avait à peine de faire les 1000 places, les 1800. On a dû partager les billets pour que les gens viennent faire un semblant de plein. C'est là où le problème se pose. Que les Camerounais arrêtent de tuer leurs artistes. C'est-à-dire, vous avez des artistes qui commencent à marcher et en fait, le but du jeu, c'est de les ramener au sol. Si statistiquement, ils savent que tu es un artiste qui chante devant 100 personnes, qu'ils t'organisent des concerts avec un risque pris sur 100 personnes, mais pourquoi ils veulent faire des concerts à 10 000 personnes alors qu'ils savent que tu es un artiste qui va intéresser 100 personnes? Les gens ne sont pas souvent hyper bien informés sur ce qui marche. Pourquoi? Parce que les artistes qu'on nous présente comme étant ceux-là qui contrôlent ou bien ceux-là qui marchent, ce n'est pas forcément ceux qui sont validés dans la street. Et ceci est dû au fait qu'il n'y avait pas de médias de référence comme Beamster. Donc les gens, ils s'accrochent sur ce qu'on va appeler les commentaires du bas, comme on dit chez nous. Mais il faudrait à un moment donné qu'on puisse appuyer sur des chiffres. Et ces chiffres-là, nous les avons. On connaît les artistes influents, les artistes qui marchent, les artistes qui peuvent devenir les prochains locaux et les prochains Malox. Et donc en s'appuyant sur des médias qui sont des acteurs clés locaux, on peut déjà cibler le bon artiste. Ça veut dire qu'on va pas prendre de l'artiste X et l'amener ici alors qu'il ne sera pas capable de rassembler 5 personnes au détriment de l'artiste Y qui lui peut fédérer réellement un public. Donc, on a la communication qui était limite parce qu'on n'a pas accès aussi à cette communication sur le digital alors que la fanbase de nos artistes urbains se trouve là-bas et un problème de ciblage, sûrement parce qu'on ne s'est pas appuyé sur des statistiques vraies. Donc moi je me dis le problème des promoteurs c'est qu'ils ne font pas des vraies statistiques. Parce que portés justement aussi par des médias qui veulent boycotter cette culture-là. Là on fait un concert live dans une belle petite salle avec un super son. Il y a des caméras, il y a des médias qui sont là. Et tu sais que les médias ne vont pas dans les boîtes de nuit au showcase. Par contre, les médias, ils viennent ici, ils peuvent profiter du son, ils peuvent profiter de la prestation. Donc, si ça, c'est pas misé sur l'avenir, je ne sais pas comment faire alors. Le meilleur moyen de briser cette génération, c'est de permettre que les statistiques soient faux. C'est quoi faire des fausses statistiques? Faire des fausses statistiques, c'est prendre des gens qui ne sont pas capables de mettre 100 personnes dans une salle et leur donner des trophées d'artistes de l'année. C'est prendre des gens qui ne sont pas capables de faire une tournée, qui n'ont pas 2 chansons et leur donner des trophées album de l'année. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des statistiques faux qui trompent les promoteurs et quand les promoteurs misent dessus, ils échouent, ils en veulent à la culture et aux artistes alors que c'est à la base des gens des ennemis de la culture tapis derrière les médias et autres cérémonies de récompense et autres choses qui truquent les statistiques. Le résultat aujourd'hui, c'est que la diaspora n'était pas prête. La diaspora n'était pas prête pour recevoir ce genre de produit.
c'était un peu, je peux dire, c'était prématuré. Je ne veux pas qu'on pense que je le défends trop, Torpedo, mais je pense simplement que lui, il était venu avec quelque chose de différent. Il proposait quelque chose de différent. Et c'était bien, parce que ça enrichissait notre quotidien, quoi, des soirées d'une part, des défis de DJ d'autre part, des showcases en boîte de nuit, voilà. Donc c'est quand même un grand dommage. Oui, c'est quand même un grand dommage, comme le dit si bien l'artiste Monsieur Bikin. Et dire que lors du concert de Dynasty Le Tigre à Paris, je n'avais pas saisi le message subtil qu'il envoyait à la diaspora. Il semblait déjà avoir compris que la diaspora culturelle camerounaise avait un sérieux problème. Il fallait que j'aille plus loin encore, vers les acteurs de cette diaspora pour essayer de comprendre à mon tour. Laissez les faux frères. J'ai vu sur Facebook une dame qui a fait son concert. Au même moment qu'elle faisait son concert, la police venait tout fermer. S'il vous plaît, l'Afrique doit grandir. Et c'est nous le problème. Torpedo a fait les Ben Sikin. Tu as vu combien de personnes il y avait dans la salle? Il a beaucoup résisté, il est très courageux. Parce que moi, avec Torpedo, nous avons fait le divan du monde. Avec Toncha et Prince Paquet. C'est nos propres frères, excusez-moi du terme, c'est pas raciste, c'est Bamileke. Pourtant, Torpedo voulait faire plaisir déjà à la culture en portant le Ben Skin pour la première fois dans une salle mythique, en plein Paris. C'est nos propres frères Bamileke qui ont bu aux côtés cette soirée. Et ils ont marché même de porte en porte. Saboté. J'ai subi beaucoup de problèmes, j'ai subi beaucoup de revers, je ne m'attendais pas à ça en fait. Je ne m'attendais franchement pas à de la méchanceté comme ça, à des difficultés comme ça. Surtout, je ne m'attendais pas à ça parce qu'en fait le but de la manœuvre c'était quoi? C'était vraiment d'amener des artistes camerounais dans des salles, dans des endroits qui sont vraiment qui sont classe, qui ont du prestige. Donc ma démarche en fait était vraiment positive. On a par exemple dit que, je ne pas partir comme ça, que la communauté Bamileke n'allait que dans ces spectacles. Mais vous avez vu, je crois que l'un des plus gros échecs, ça a été le concert Ben Sikin. Donc pour dire que ce n'est pas ça le problème. C'est une communauté suit un artiste lorsque l'artiste lui renvoie quelque chose. Mais je crois que ces artistes-là ne renvoyaient pas ce que la communauté voulait. Regardez un peu ce que ça traîne. Tous ces gars-là sont des présidents de réunion. Mais le mot d'ordre n'est pas passé. Que allons soutenir. Personne n'est venu. Ça veut tout dire. Donc, quand c'est des amateurs qui veulent le faire, ils comptent sur le toit. Arrêtons ça. Qu'ils viennent qu'on s'assied, on discute, c'est peut-être pas l'état généraux. Que chacun prenne sa place. On ne dit pas que les réunions de famille ne doivent pas faire leur fête, ils doivent le faire. Mais qu'ils ne doivent pas conditionner les professionnels à passer par eux pour réaliser leur projet. Non. Il y avait aussi les gens qui organisaient des soirées dans des salles comme, excusez-moi, le Moulin Bassin, Nantais, machin, qui n'étaient pas habitués au style de Torpedo de live. Pour eux, dans leur tête, c'était comme si Torpedo venait leur faire une concurrence. Or, Torpedo venait avec son projet. Et il y a des gens aussi qui le font déjà, comme les Amants, les machins, qui font des grandes salles, des lives, mais dans des salles. Mais là, Torpedo a amené des artistes dans des salles mythiques. Peut-être de façon très naïve, il vient sans forcément faire la lecture globale. Il a fait une lecture visuelle, de ce qu'il a perçu, de ce qu'il a vu. Il n'a peut-être pas fait une lecture globale
de la chose avec toutes les entités, toutes les composantes qui vont avec. Lui aussi, arrivant, j'ai envie de dire, dans un univers qu'il ne connaissait pas du tout, je lui ai souvent reproché, il n'a pas pris la peine justement de s'imprégner d'abord des réalités, de savoir comment ça se passe, comment ça fonctionne. Il a juste débarqué, il a voulu s'imposer. En fait, dans un univers où voilà, il y avait déjà des règles, il y avait un certain nombre de choses qui fonctionnaient, il a voulu casser certaines choses qui étaient déjà plus ou moins posées, structurées. Et il y a eu des barrières, il y a eu des résistances. Et forcément, ce n'est pas passé, quoi. Donc voilà. Je refuse catégoriquement de travailler comme le font les acteurs des actions culturelles camerounais ici. Je refuse. J'ai pas envie d'aller faire mes concerts dans des salles en banlieue. J'ai pas envie d'aller m'asseoir dans tous les restaurants et d'aller voir toutes les associations pour vendre un concert. J'ai pas envie de faire des listes d'invités de 200 personnes pour faire croire que la salle est remplie. J'ai juste envie de faire mon métier. Mon métier, c'est de proposer un spectacle. Et ceux qui veulent venir au spectacle parce qu'ils savent qu'ils vont s'amuser, passer un moment, ils viennent. À partir du moment où il faut, pour que je remplisse ma salle, pour que je ne perde pas trop d'argent, que je commence à faire des choses qui ne sont pas naturelles dans mon métier, qui en plus me gênent et me choquent moi-même, non, j'ai pas envie. Il y avait un problème, c'est comme si apparemment les gens avec qui Torpedo travaillaient, la tête ne plaisait pas, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, parce que j'ai vécu ça avec le spectacle que nous avons fait avec Torpedo. C'était affreux. Il s'est allié avec les gens de soirée, se disant que ces gens de soirée là pouvaient ramener leurs clients, mais ils n'ont pas la même clientèle. Les gens de soirée, c'est des gens qui aiment le battu vu, qui aiment aller se faire voir, porter des grosses chaussures. Ils aiment bien ce milieu VIP là. Alors que dans un concert, on ne voit personne, tout le monde est assis dans son petit coin. Pour ce que j'ai observé, vu de Beamster, que je gère et tout, c'est que la communication n'a pas toujours été bien menée, d'après moi. Après, je peux me tromper, c'est très subjectif. Mais je pense que des artistes comme Loco, Malox, Franco, c'est des artistes urbains, c'est des gens qui ont créé leur fanbase sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on a des événements qui concernent ces artistes-là, il faut les chercher sur les réseaux sociaux. Il faut certes faire la communication traditionnelle, c'est peut-être les radios, c'est aller donner des flyers dans des restaurants de la place et tout. Mais il faut surtout les chercher sur les réseaux sociaux. Et ce qui n'a peut-être pas marché lorsqu'il s'agissait des artistes urbains, c'est que c'était des nouveaux artistes avec un nouveau public. Et c'est un mouvement qui est en train de se développer avec tous les risques qui va lorsqu'une activité commence. Et puis pour moi, la communication a failli à ce niveau-là. C'est qu'il fallait, en plus de la communication traditionnelle, apporter ce côté communication digitale où se trouve une bonne partie de la fanbase des artistes urbains. Les gens qui travaillent avec lui l'ont orienté vers le public des soirées, d'aller capter le public des soirées. Moi, si j'avais été son conseiller ou son manager, je ne l'aurais pas orienté de ce côté-là. Je serais allé chercher la jeunesse camerounaise. Je serais allé chercher soit ceux qui sont nés ici, soit ceux qui sont arrivés ici au collège, au lycée, qui ont cette culture du live, qui vont voir le concert de Rihanna, qui vont voir les concerts de M. Pokora. C'est ceux-là que je vais capter. Aller capter les jeunes. Ce n'était pas une mauvaise idée. En écoutant la stratégie de Maître Ngamo d'aller rechercher la jeunesse camerounaise de la diaspora, je me suis souvenu du concert de Loco organisé par Torpedo, qui fut un succès grâce aux étudiants à la Boule Noire à Paris. Il a simplifié les jeunes. Tu vois, il s'est plus focalisé avec les gens des soirées, alors que les gens des soirées, c'est un peu déjà des grandes personnes. Et ils pouvaient bien aller sur Facebook, faire une bonne pub. Il y a des étudiants ici qui ne vont jamais dans les soirées, mais qui veulent être intéressés à aller dans les concerts.
Ce qui me donne tort, c'est ceux qui ne connaissaient pas la mission que moi j'avais, ou la mission que je continue à avoir, ou les convictions qui sont les miennes, les convictions les plus profondes. Vous êtes sans ignorer que quand une association de Bafoussam fait une soirée, il y a 1500 personnes. Quand une association d'Union Ekele fait une soirée, il y a 1500 personnes. Quand Gaston Peck, en tant que professionnel, fait une soirée, il faut bagarrer pour avoir 1000 personnes. Quand Torpedo, qui n'est pas trop imprégné dans cette mafia-là, fait une soirée à 200 personnes, on ne va pas chercher là. Ce sont ces gars-là qui ont planté leurs pions dans ces associations-là. C'est qui fait « Ah non, mais tu sais, c'est pas un gars de l'Ouest. Non seulement il n'est pas un gars de l'Ouest, est-ce qu'il a pris l'artiste de notre association ou de notre département? On ne va pas là-bas. Ils s'envoient des textos, des messages codés dans des réunions associatives. Il faut que ça s'arrête. Envoyer des messages codés pour ne pas que les gens aillent au concert de nos artistes. Les artistes camerounais. Pourquoi? Et pourtant, les concerts ivoiriens et nigérians, entre autres, organisés par Torpedo, étaient des grandes réussites. Il fallait un Torpedo, il est arrivé au bon moment, au bon endroit. Donc maintenant, il faut que les Africains, il faut qu'ils le suivent. Hein, parce que ça sort du ghetto pour aller quand même sur les grandes salles. Keep me warm. It'll keep me warm. Thank you. Thank you, Torpedo, for bringing me all the way from Nigeria to France. We appreciate it, myself, and on behalf of my band as well. Thank you so much for the opportunity. God bless you. Thank you. À Paris, il arrive dans un milieu où les gens déjà se battent entre eux pour organiser les événements au mois, au quotidien. Il ne consulte personne. Il vient mettre ses dates. Il n'en a rien à foutre de vous. Mais ça grouille dans les restaurants. Ça parle de partout. Ça murmure. Et vous savez bien que quand ces gars sont fâchés, c'est comme un chien enragé qui se déchaîne. Même si ces gars-là parfois viennent derrière toi, au fond d'eux, ils ne sont pas contents. Parce que tu alignes des événements sur des articles qu'ils auraient aimé avoir. Ils ne sont pas du tout contents et ils font tout pour bloquer. Ils font tout pour bloquer. Je me souviens du coup de gueule de l'artiste Lady Ponce sur Facebook après son concert à la Cigale à Paris. Si je n'avais pas une équipe solide, on n'allait jamais remplir la Cigale. J'ai vu la sorcellerie en France. Les gens ont formé des clans. Je vous dis, ils forment des clans. Ici à Paris. Tel a les problèmes avec tel. Pourquoi tu travailles avec tel? Moi, je ne m'entends pas avec lui. Et quand tu ne t'entends pas avec lui, tu rassembles ton équipe, tu dis celle-là ne travaillait pas avec ceci, machin et tout et tout. Nous, on a vécu ça. Une fois sur la place parisienne, elle se rend compte qu'une mafia africaine a voulu boycotter son concert. La question est la suivante. Est-ce que la mafia camerounaise cherche-t-elle à mettre en échec le concert de Lady Ponce? Déjà, je ne suis pas promotrice. Pour savoir ce qui se passe dehors, déjà, je n'y vais pas dehors. Je fais ma petite carrière, je ne cherche pas des problèmes aux gens. Je suis une femme tranquille qui n'a jamais cherché de problèmes. Mais ce qui se passe dans la mafia, je pense que c'est mon manager ou Jipo Reningono qui sont mieux placés pour vous répondre. Lady Ponce, victime de ces stratèges mafieux, a quand même tenu à rassurer ses fans les plus fidèles. J'ai pas peur de jouer à la Cigale avec 100 personnes.
Parce que je suis en train d'aller dans une autre étape de ma carrière. Et cette étape-là, je tiens fort. J'ai la conviction, j'ai la foi, j'ai la rage. Malgré les manœuvres mafieuses contre le concert de Lady Ponce à la Cigale, à Paris, un ange est descendu du ciel pour le bonheur de ses fans dans une salle complète et à guichet fermé. Comme à son habitude, Lady Ponce n'a pas seulement donné le meilleur de sa voix, elle a aussi donné le meilleur de son physique au grand bonheur d'un public enchanté. Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans cette campagne. Et un petit mot quand même pour nos saboteurs. J'espère que vous en avez eu pour votre grade ce soir. Ce n'est que le début. Merci. Guy Métan s'est occupé de la promo de Lady Ponce et ça s'est bien passé. Voilà une des solutions. Il fallait peut-être à un moment adapter le produit en fonction des gens et de l'influence qui peut être au niveau de la diaspora. Il était trop carré. Torpedo a toujours été trop carré. Vous savez qu'on n'est pas dans un environnement où les gens aiment bien quand les choses sont carrées. On aime bien aller prendre un artiste au pays, lui dire que non, tu n'es rien, c'est moi qui t'amène en France. Donc, même ton affiche là, tu seras petit, moi je serai en grand parce que c'est moi qui t'amène. Or, Torpedo a voulu faire les choses de façon inverse. C'est-à-dire, il veut mettre l'artiste en valeur et dès lors qu'il met un artiste en valeur, il fait son plein de salles. C'est un shop d'entreprise. Il veut de la rentabilité, il n'est pas là pour venir faire le matu vu. On a quelqu'un qui veut bien faire les choses, bien structurées, mais qui se bute à un environnement où on aime faire les choses un peu de façon tordue. Pas comme il se doit, mais comme on veut que cela soit. C'est-à-dire qu'on met son affiche, c'est moi qui appelle l'artiste. Je mets ma photo sur l'affiche, et l'artiste que j'amène, je le mets même à une petite affiche comme ça, parce que c'est moi qui veux être en vue. Ce qui est compté chez Torpedo, il vient casser un certain nombre de codes qui existaient, et ça a du mal à passer. Casser les codes. Torpedo l'a fait avec le concert Unity Tour, réunissant Coco Argenté et Serge Beno, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Ayant participé à cette tournée de 5 villes en 5 jours, j'ai vu arriver la décision de Torpedo. Mais je n'avais pas encore compris l'origine du mal. L'origine du mal qui rongeait le milieu de la diaspora culturelle camerounaise. Pour moi, c'est la fin de la tournée de Serge Beno et Coco Argenté. Puis bon, je suis satisfait d'avoir pu mettre ces deux stars ensemble pour une tournée de l'unité. Et on est un peu fatigué, ça se voit, hein, parce que 5 concerts en 5 jours, plus les afters dont on ne peut pas vraiment parler en public, plus le voyage, plus le caméraman là qui nous emmerde tout le temps avec sa caméra. Franchement, non, mais c'était une belle expérience. Vraiment, c'est quelque chose qui peut être à renouveler. C'est vraiment très, très intéressant. Pourquoi qui peut? Qui peut? Parce que dans la vie, tout est possible. Ah, tu voulais dire qui doit? Mais il y a un truc que tu veux dire ou tu préfères attendre? Non, pour l'instant, j'ai rien de plus à dire. Hein. Là, on est encore dans le concert. On est encore dans le concert de Serge Beno et Coco. Peut-être bientôt on aura d'autres choses à annoncer. Pas forcément d'autres tournées, mais ça fait 3 ans que j'ai fait des concerts avec des artistes africains. On a fait des belles salles, on a fait des tournées. C'est merveilleux. Bon, on va voir comment ça continue, quoi.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors je voulais dire que ça s'est très bien passé. Pour nous, super bien. Concept réussi. Spectacle de haute facture que mes danseuses et moi nous avons présenté au public. Et puis, big up à GPS qui nous accompagne. Propulstar, Cyborg. C'est une belle ouverture pour tous les artistes qui arrivent derrière. Et je voulais profiter de saluer cette initiative de Torpedo qui a eu le courage de le faire parce que beaucoup ne voulaient pas le faire parce qu'ils se disaient ouais, voilà, les artistes ne peuvent pas remplir les salles. Mais bon, ils ont eu la confirmation que nous aussi on peut venir ici et faire des concerts en bonne et due forme. Tu vois, belle salle, live, orchestre complet, tout ça. Vraiment, félicitations à vous. Merci beaucoup. Il est arrivé que voilà, le climat était déjà morose et puis voilà, il a pris un coup. Mais normalement, il ne devrait pas le prendre. Il ne devait pas le prendre. J'ai envie de dire que dans la guerre des baobabs, il ne faut pas que les petits viennent se mêler. Faisons un peu de genèse. Les soirées camerounaises à Paris, c'est un groupe de jeunes Camerounais, travailleurs qui travaillent, qui ont décidé d'égayer la communauté à travers des soirées. Ils sont constitués en groupe qui s'appelait Sawa Nouvelle Génération. Et dans Sawa Nouvelle Génération, on avait Samuel Ebanda qui était président, on avait les jumeaux Dipita, on avait le Philippe Essaka, c'est pour que tu commences à comprendre. Et après, on avait Kos qui est venu aussi faire les soirées. Ces gars, ils faisaient des soirées, ça se passait plutôt bien. Mais comme dans chaque groupe, c'est normal, ils ont eu des problèmes, ils sont séparés. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire, si tu marches avec quelqu'un, les autres te bloquent. Si tu marches avec les autres, les premiers te bloquent. On n'y arrive pas. On n'avance pas. De temps en temps, il y en a deux qui vont se faire la guerre. Mais un troisième arrive. Donc les deux qui se font la guerre s'associent pour... Mais Cyborg, c'est une série télévisée sur la diaspora que tu devrais tourner. Hein. Il y a matière, je te jure, il y a matière. Mais bon, au moins ça permet de rigoler parce que dans cette diaspora, il se passe toujours des histoires, toujours des choses. Ça marchait bien, mais maintenant, les partenaires d'hier sont devenus les concurrents. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Puisque ces gens, ils organisaient les soirées, on remplissait Nanterre comme Nanterre, c'est une salle d'environ, je ne veux pas les chiffres exacts, d'environ 3000 places. Sauf si je m'abuse. Je ne m'abuse. Ils remplissaient Nanterre comme un jeu. Je veux dire qu'en 6 mois de com, Nanterre était plein. Moulin Bassec, par le congrès de Montreuil, ces gars travaillaient. La concurrence était certes là, mais c'était des amis, des anciens partenaires qui sont devenus concurrents. Mais ils bossaient, ça se passait sans problème. C'est un conflit qui a miné la diaspora. C'est un conflit qui a divisé la diaspora en deux. Parce que Ngamo, c'est un Bamileke. Excusez-moi du peu, je dis bien du peu. Ngamo, c'est un Bamileke et Banda, c'est un Douala. Et nous, au Cameroun, nous sommes très très sensibles au sujet tribaliste. Et ce problème a eu des adeptes ou a eu cité de lieux tout simplement parce que les gens ont mis le tribalisme devant. Oh, c'est comme ça que les Bamileke sont. Oh, c'est comme ça que les Douala sont. Et maintenant, c'est un Douala contre un Bamileke et tout ça, c'est un faux débat. C'est deux amis de longue date qui ne se sont pas entendus sur une soirée. Et le problème est allé en justice. Voilà. Parce que la diaspora, moi je juge que à ce moment-là, personne ne pouvait les réunir sur une même plateforme pour trouver un consensus. Et c'est là où je dis que la diaspora a échoué. Samuel Ebanda a choisi un nouveau partenaire à la personne de Ngamo, Jean-Robert Ngamo. Ngamo Ebanda
c'est nous qui avons mis en place la nouvelle dynamique des soirées en 2011. Ça, je le reconnais. Nous avons mis ensemble cette dynamique et on a créé un concept qui n'existait pratiquement pas avec les salons. C'est nous qui avons mis en place les salons dans le truc. Ça a été une réussite formidable. Et pour vous dire la vérité, j'étais un peu sceptique par rapport à la mise en place des salons. Il a dû batailler corps et âme pour me convaincre. J'ai été convaincu, je crois, peut-être à 2 semaines de la soirée. J'étais pas convaincu. Mais finalement, j'ai trouvé qu'il avait une idée géniale. J'ai trouvé que cette idée était géniale. On a fait le parcours ensemble. Et malheureusement, après la deuxième édition, il y a eu ce qui est arrivé. Donc ça nous a éloignés. Ils ont fait une soirée, ça s'est bien passé. Ils ont fait une deuxième soirée, ça s'est très mal passé. Jusque-là, c'est normal, il peut arriver que 2 partenaires s'effritent. Et ça s'est tellement mal passé qu'ils ont décidé, pour régler leur contentieux, de se tourner vers la justice française. Il y a eu procès qui a duré, disons, 2 ans. Et au terme, les conclusions, je ne reviens pas dessus, les Camerounais connaissent. Mais maintenant, voilà d'où la courbe a commencé à baisser. La crise Ebanda, Ngamo, n'a que trop duré. Ça a duré près de 2 ans. Et c'était une crise tellement difficile que je n'ai pas envie, parce qu'il faudrait que je reste à la hauteur, parce qu'il ne faudrait pas que à travers mes propos, les uns ont le sentiment que je soutiens Y. Non, je ne soutiens personne. Ebanda, quand je le voyais, je saluais. Ngamo, quand je le voyais, je saluais. Je buvais avec Ngamo, je buvais avec Ebanda. Mais la communauté culturelle, ceux qui organisent les soirées, ceux que je venais de vous citer là, savaient que ces deux-là, ça ne marchait pas. Mais au lieu de trouver une solution immédiate, on a laissé perdurer la situation, on a laissé la crise s'envenimer. Et ça a créé 2 clans. Et il y avait les uns qui appréciaient les agissements de Ngamo envers Ebanda, et il y avait les autres qui n'appréciaient pas les agissements, et 2 clans sont créés. Ngamo a créé son équipe pour faire sa soirée, et Ebanda a créé son équipe pour faire sa soirée. Mais sauf qu'en tout temps, la crise entre les deux était tellement forte que 2 clans, 2 blocs se sont créés. Chacun cherchait des alliés. Et c'est dans ces alliés, l'allié de l'autre devenait automatiquement, malheureusement c'est comme ça que ça fonctionne, je ne sais pas trop comment, l'ennemi de l'autre. Et une guerre, tout doucement, une guerre se créait. Et voilà d'où les problèmes de soirée à Paris ont commencé. Moi je pense que c'est malheureux. C'est malheureux et quand on va voir, il n'y a rien qui dépasse les hommes. Il n'y a rien qui dépasse les bombes et je pense qu'on va essayer de faire en sorte que ce problème soit résolu. Que voilà, que les 2 protagonistes retrouvent la paix. Gauthier lui entre en jeu longtemps après, parce qu'il faut savoir que Gauthier, lui, ne venait que d'arriver et qu'il a d'ailleurs profité du succès de Petit Pays la première fois, les 30 ans de Petit Pays pour vraiment s'imposer. Il est venu, il a fait Petit Pays une fois, il a fait les 30 ans de Petit Pays. Pour lui, voilà, c'est l'homme, c'est le notable, c'est moi qu'il faut consulter, c'est vraiment, vous n'avez rien fait avant, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Bon, on a donc un trio qui sont des trios non négligeables, qui ont apporté, mais qui par après, à force de se détester, ça a évidemment créé une réelle scission. Il ne faut pas se le cacher, ça a créé une réelle scission. Maintenant, est-ce que les 3 peuvent se remettre ensemble? Je ne pense pas. C'est notre vœu qu'ils se remettent et qu'ils nous font rêver comme par le passé. Mais est-ce que ce sera donc possible? Comme Ngamo hier était le partenaire d'Ebanda, et Ngamo voulait montrer à Ebanda que sans toi je peux faire. Ebanda voulait montrer à Ngamo que sans toi je peux faire. Et qui va faire la meilleure soirée? Ils ont constitué des équipes. Et les équipes sont entrées dans une guerre de torpillage. Personne de nous, contrairement aux autres, ce qu'ils font aujourd'hui, personne de nous n'a torpillé la soirée de l'autre. On n'a pas participé, je n'ai pas participé à la soirée, ils n'ont pas participé aux miennes, mais je dis bien, je leur dis, personne n'a torpillé la soirée de l'autre. Chacun fait son business, chacun a pris son couloir, chacun a dit je n'y vais pas, mais il n'y a pas eu de manœuvre, en tout cas en ce qui me concerne,
sauf si je ne sais pas s'il y a eu des choses par derrière, il n'y a pas eu de manœuvre pour torpiller les soirées des autres. Nous avons fait une concurrence élégante, surtout avec mon concurrent du mois de mai. On était à 2 semaines d'écart. Nous nous sommes battus chacun avec ses armes. Il a fait ce qu'il a pu, j'ai fait ce que j'ai pu. C'était au vu et au su de tout ce que je dis. Tous les organisateurs de spectacles à Paris le savent. La guerre était tellement intense. La guerre a créé de nouveaux leaders. Des nouveaux leaders qui n'ont rien, qui ne connaissent rien de la culture. Donc ceux qui étaient clients hier, en pris goût, sont aussi venus sur le marché de l'événementiel pour organiser leur part de spectacle. Enfin, c'est normal. Ceux qui aujourd'hui se considèrent comme les détenteurs de maillots jaunes, comme ils disent, des soirées ou des mouvements parisiens, n'y connaissent rien. C'est des anciens fans, c'est des anciens artistes frustrés qui n'ont pas pu faire carrière, c'est des anciens admirateurs du milieu qui ont eu l'occasion, parce que bon voilà, il y avait un boulevard, ils sont introduits dans... Tous les jours, il y a un nouveau promoteur. Hein. Tous les jours, il y a un nouveau promoteur. Si tu avais travaillé sur le projet d'Engamo, de Banda, et que demain tu as gagné ta soirée, ceux qui ont travaillé sur le projet d'Engamo disent qu'on ne part pas. C'est un allié d'Engamo, de Banda. Si tu as travaillé sur le projet de Banda, de Ngamo, et que demain tu as gagné ta soirée, ceux qui ont travaillé sur le projet de Banda ne viennent pas. Et non seulement ils ne viennent pas, mais ils s'arrangent à ce que tu ne réussisses pas. Du coup, on est dans une situation quand même assez complexe, où tu as des personnes qui ont plus ou moins pris en otage la culture. Ils en ont fait leur affaire, de telle manière que tout succès doit passer par eux. On ne peut pas mettre ça sur ces deux personnes. Si les autres avaient envie que ça avance, on pourrait nous éliminer tous les deux et continuer. Je veux dire, nous ne sommes parrains de personne. Nous ne sommes propriétaires de personne, nous sommes le père de personne dans ce milieu-là. Si eux, ils avaient la volonté de faire avancer les choses, ils l'auraient fait. Et pour parler de la troisième personne... J'ai assisté à 1 ou 2 soirées et j'ai tout de suite compris que je pouvais faire du chemin, que je pouvais apporter quelque chose. Et voilà comment j'entre dans le monde de la production artistique en France. C'est moi qui l'accompagne au début avec Guy Métan pour faire sa première soirée. Le milieu parisien, après sa première soirée, décide de sa mise à mort culturelle. On ne veut plus de lui. Je me bats corps et âme. Je brave tous ces gars-là. Je les vois un à un pour dire vous ne pouvez pas lui faire ça. Vous allez passer sur moi avant d'arriver sur lui. Il est vivant. Il pourra témoigner. Dis que décider de ma mise à mort, il n'y a personne qui peut décider de ma mise à mort. Personne, il n'y a que Dieu. Donc j'ai fait l'événement, c'est quand j'ai voulu. J'ai baissé le cap quand j'ai voulu. Et maintenant j'ai pris une pause. Et j'observe parce que je me rends compte que... Déjà j'avais fait un travail sur la durée. Quand j'ai commencé mes premiers événements, je projetais ce que vont devenir mes événements dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Voilà. Mes événements se préparaient. C'est vrai que j'ai travaillé avec une équipe. Mais quand je travaille avec une équipe, je suis comme l'architecte. Quand l'architecte dit à l'ingénieur fait ceci, au conducteur de travaux, il n'est pas obligé de lui dire pourquoi. Quand il dit qu'il faut mettre ce mur comme ça, c'est moi qui ai la vision parce que c'est un métier aussi où chacun a ses dons. Vous ne pouvez pas débarquer et puis voilà, vous trouvez qu'il y a des anciens et que vous pensez que vous allez tout de suite les faire concurrence. Et c'est ça, moi j'en ai connu. Hein. Moi en 2012, moi je vais vous en citer. Hein, il y a eu des gars comme les Gauthier qui sont arrivés. Oh, il est arrivé, j'étais à la 6e édition. 5 ans après, 5 ans avant, personne ne s'approchait pour organiser quoi que ce soit au mois de juillet. Hein. Mais Gauthier s'est permis, il s'est aventuré, arrivé au mois de juillet, il a eu sa claque parce qu'il pensait que il arrivait avec petit pays. Et non, c'était pas ça. Il a eu sa claque. Donc, il n'a pas respecté, il ne s'est pas renseigné, il est arrivé, même s'il s'est renseigné.
On le lui a dit, mais il a dit, il s'en fout. Voilà, il pensait que oui, il venait avec du live, il faisait petit pays, voilà, et voilà, il écraserait. Voilà. Il a eu les conséquences de son manque de respect. La preuve, il a évité jusqu'à nos jours, on n'a plus jamais organisé quelque chose en juillet. Hein, parce qu'il a été obligé de respecter les choses. Après, c'est sûr que bon, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes ou personnelles dans lesquelles nous ne pouvons pas rentrer. Mais quand il s'agit de soirées, si ce n'est que les soirées, je dis encore bien, si ce n'est qu'un problème de soirée, je pense que les véritables, les anciens, si on peut leur donner ça, ils sont anciens, on les a trouvés, voilà, ils maîtrisent mieux le secteur parisien. Ils ont été les premiers à organiser, ils ont été les premiers à remplir les grandes salles nanterres et autres. C'est eux les piliers. Donc nous qui arrivons, qui voulons organiser derrière eux, voilà, quand on ait quand même l'humilité de, je ne sais pas si c'est de les approcher ou de discuter avec eux, d'échanger avec eux, ne serait-ce que de les associer à nos projets pour avoir la bénédiction. Parce que quand tu vas voir un ancien qui te donne sa bénédiction, forcément ça va marcher. Mais si tu veux te braquer contre lui et faire le bras de fer et lui montrer que bon, je vais te montrer que moi aussi je peux faire. Un ancien reste un ancien, c'est-à-dire qu'il aura toujours des petits secrets qu'il ne va pas te donner. Et il sera toujours le premier à te mettre le pied pour que tu tombes, pour te montrer que j'étais là avant toi. Donc je pense que c'est un peu ce système-là qui fait que ça créer peut-être des problèmes, ça diviser les gens. Est-ce que c'est réversible? Je ne sais pas. Quand vous parvenez à faire 1000 places à Nanterre ou 500 places au Moulin-Basset, non, c'est que vous avez la notoriété, voilà, vous avez réussi, c'est un succès. Vous devenez une sorte de notable par qui, une sorte de référence par qui, pour faire le plein, il faut peut-être vous consulter, il faut peut-être passer par vous, parce que c'est vous qui avez l'ingrédient, c'est vous qui avez la méthode, c'est vous qui avez la manière. Les mêmes gens qui hier étaient adulés refont des soirées le lendemain et c'est un échec. Pourquoi? L'on dirait qu'il y a plusieurs raisons. Hier, certains disaient que c'est des prostituées qui finançaient les soirées. On a eu plein de petits paramètres qui sont entrés en jeu et qui ont mis à mal ces soi-disant les grands hommes du showbiz qui se sont retrouvés avec l'avènement d'Internet, de Facebook, nus sur la toile. Et vous savez bien que lorsqu'on découvre votre nudité sur la toile, vous n'êtes plus rien, vous êtes zéro. Certains ont décidé complètement de se retirer. Certains ont même décidé d'abandonner. Mais certains ont quand même décidé de vouloir foncer. Mais, toujours est-il qu'on a beaucoup de mal à s'y remettre. Après la soirée des Dja Dja, où ils avaient comme artiste Serge Beno qui n'était pas venu, Tchakala VIP, est né sur la toile une page Facebook qui s'appelait La Satire. Quel était le rôle de la satire? Selon les organisateurs, les créateurs, nettoyer la diaspora camerounaise. C'était le thème des brebis galeuses. Moi j'ai été victime. Hein. J'ai été victime et on m'a insulté, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. J'ai été même calomnié. On en a même touché à ma vie personnelle. C'est dégradant. Moi, je ne souhaite même pas en parler. C'est parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. C'est pour ça que j'ose répondre. Les gens qui ont créé Congossa VIP, c'est les gens qui voulaient nuire le milieu événementiel parisien avec leurs leaders. Il fallait qu'ils les humilient. Il fallait qu'aux yeux des autres, ces leaders, parce que Paris est quand même le centre de beaucoup d'événements au niveau de l'Europe. Donc il fallait que les gens aient une très mauvaise image de tous ces grands nabas de l'événementiel parisien pour m'être jeté comme le discrédit sur leur personne. Tu sais que quand on veut vous atteindre, on touche à votre honneur. Et il fallait qu'on touche à l'honneur de tous ces gens. Moi, je ne dirais pas plus, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse et c'est minable. La satire
s'est avéré être une page qui réglait les comptes des gens. Donc si tu n'étais pas de notre clan, l'article sortait sur la Tchati. L'article sortait sur la Sati et on tirait tout de suite. Et les gens applaudissaient. Que oui, c'est bien. Tel fait sa soirée, la Sati dit n'importe quoi, c'est ceci, dit de la diaspora. Et c'est écrit sur Facebook. Comme le mariage camerounais dure, pas dans le sens propre, hein, dans le sens figuré, dure très peu, les acteurs de la satire se sont embrouillés. Et chacun d'eux est allé créer sa propre page, d'où la naissance de Congossa VIP. Congossa VIP a fait beaucoup de mal aux familles camerounaises, parce que ça allait très loin. Je ne vais pas vous mentir qu'au début, ça m'a un peu fait sourire. Quand on se moquait de tel qui marche avec le cigare, de tel qui arrive à telle heure, de tel qui danse comme ça me fait sourire. La naissance de Congossa VIP, là voilà. Règlement de compte à tout vent. Vous savez, c'est comme si des chimistes se mettent dans une salle et conçoivent un monstre qui n'arrive plus à gérer. Facebook est arrivé, pas forcément, pas seulement pour aider, mais aussi pour nuire. Et donc, on se cache dans le noir, on se met dans un profil bidon, on tire sur le voisin, on tire sur le collègue, ce qui nous rend forcément affaiblis. Comment rebondir? Parfois, c'est très compliqué. L'énergie que vous mettiez avant pour construire, réunir, regrouper des gens pour que vous alliez dans le même sens, cette énergie-là, aujourd'hui, on le met, comment trouver des stratégies pour casser un tel au détriment d'un tel, casser tel clan au détriment de tel clan. Et vous comprenez bien qu'avec tout ça, on ne peut pas forcément avancer dans le bon sens. Et c'est tout ça qui a contribué à pourrir l'environnement du showbiz. Les créateurs de la satire, les gens les connaissent. Hein? La communauté camerounaise, communauté culturelle, il faut bien circonscrire, culturelle camerounaise les connaît. On connaît les qui ont créé la satire. Et on connaît qui sont gâtés, on connaît qui a créé Congossa VIP. Et voilà donc Congossa VIP qui arrive. Au début, ça réglait quelques comptes. Après, comme les soirées camerounaises, à un moment pour se réinventer, avaient créé les salons VIP, les marraines, les parrains. Et maintenant, il fallait côtoyer ces marraines et parrains qui finançaient quand même. Ces gens qui venaient, ils payaient 2 tables à 5 000 €. Ils payaient 3 tables à 10 000 €. Donc c'est des clients importants et il fallait les draguer. Quand on choisit un parrain ou une marraine, c'est d'abord quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. C'est quelqu'un qui peut nous soutenir à tous les niveaux. Quand par exemple je dis, bon, X est la marraine de mon fils, c'est parce que je sais que si demain je ne suis pas là, je peux compter sur ce X-là pour s'occuper de mon fils. Ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, quand on choisit une marraine ou un parrain dans une soirée, en général, c'est parce qu'on compte sur cette personne. C'est parce qu'on se dit, cette personne-là, elle peut me soutenir dans l'organisation de ma soirée. Et quand on organise une soirée, le soutien, c'est quoi? Il est financier. Il ne faut pas qu'on se voile les yeux. Les soirées coûtent énormément cher. Quand on dit marraine, ça veut dire que ceux qui sont derrière, là, ils se sentent un peu rejetés. Parce que quand on dit marraine, celui qui vient, qui n'a pas ce statut-là, il est assis derrière, il se sent un peu rejeté, il se sent gêné d'être dans une salle où il y a d'autres qui sont prioritaires, alors que lui, il vient avec son petit argent, il donne peut-être 20 € pour entrer, il prend une bouteille de whisky à 60 €. Il ne s'amuse pas vraiment. Pourquoi? Parce que tout le monde a les regards sur les marraines. Ce qui fait en sorte que la soirée n'a plus cette ambiance-là. Ils attirent toute l'attention sur eux et bon. C'est pour ça que je n'ai jamais trouvé une place pour eux dans mes événements parce que le parrain, il va vous demander non, je veux ceci, je veux ceci. En plus, ils sont exigeants. C'est vrai, ils payent parfois, voilà. Mais parfois, ils ne payent pas par rapport à leur exigence parce que c'est parfois trop demandé et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu m'aventurer dans cette aventure parce que je n'ai jamais trouvé utile. Donc, entre Congossa VIP, entre les salons et
marrains et les parents qui ont attendre à 3 heures. Entre les artistes qui ne respectent pas les clients, qui au lieu de jouer pour toute la salle comme tout le monde a payé, ne vont jouer que vers les présidents et les présidentes parce qu'ils crient que leur nom pour le farotage. C'est normal que les soirées ne marchent plus. Maintenant, au niveau des artistes qui ne chantent que pour eux, c'est parce que les artistes ont compris que les parents et marraines financent. Donc, et ils sont mis en avant. Forcément, l'artiste ne va pas laisser la première table là pour aller... Non, il a le salon qui est devant lui. Ben, c'est plus accessible quand même que d'aller derrière. Maintenant, il est là aussi. Il faut comprendre aussi que la plupart des artistes, souvent, dans les soirées, c'est aussi là qu'ils font leur gombo, entre guillemets. C'est-à-dire que quand un artiste chante, c'est vrai, peut-être qu'il a son cachet, mais quand on le farote, comme on dit dans notre langage, ben ça lui fait un surplus. Ça va peut-être le payer pour dépanner, pour payer son taxi, enfin, même ne serait-ce que s'offrir une bouteille après qu'il a fini de chanter. Ça aide toujours, comme on dit, ça met du beurre dans les épinards. Donc on ne doit ni cracher sur les artistes qui chantent pour les parents, ni cracher sur les parents ou les marraines qui sont là parce que ben, chacun a sa place. Et ce n'est que logique, ce n'est que normal. Comme les flammes de l'enfer, brûlant comme un désert, allez se briser comme une hyper, tu me mets comme tous mes repères. Tu me fais chaud, oh, tu me fais chaud, oh, tu me fais chaud, chaud. À mon petit cœur, tu me fais chaud, oh, tu me fais chaud, oh, tu me fais chaud, chaud. À mon petit cœur. Moi, en tant qu'artiste, pardon à tous mes confrères, mais c'est simplement de la mendicité. Je suis désolé, je sais que nos droits d'auteur sont ce qu'ils sont dans notre pays. Je sais que la situation des artistes est difficile et que lorsque tu sors un album, tu dois ramasser au maximum ce que tu peux ramasser avant le prochain, mais je pense simplement que c'est de la mendicité. Franchement, je n'ai pas souvenir, moi, d'un de mes spectacles où je me suis mis à appeler tout le monde dans la salle, où je me suis mis à m'étaler afin de racler du foireautage, comme on dit, ou quoi que ce soit. Non, un artiste est un professionnel qui est payé pour ce qu'il vient faire. Il preste pour faire plaisir à tout le public, à tous ceux qui sont là, et ensuite, il fait sa révérence et il sort. Je filme ces soirées, j'y suis, mais parfois, j'ai juste envie de faire une chose, arrêter ma caméra, aller dormir, parce que tellement ça me saute. Et imagine-moi prestataire je suis payé pour travailler. Donc imagine alors le client qui paye pour vivre ça. Mais le mec il ne viendra plus. Parce qu'il ne s'amuse pas. Les soirées finissent à 5 h. À 5 h tout est bouclé. Le mec il arrive à 23 h. Il sait qu'il va danser, il doit manger, il doit vivre le spectacle, il doit redanser, il rentre. Mais vous commencez à 3 h, à 2 h. Et de 2 h à 3 h, il danse un peu, 1 heure. Après le spectacle, l'artiste vient. Les artistes qui ne respectent rien, vous leur dites 4 chansons, ils chantent 50 chansons. Vous leur dites 2 chansons, ils chantent 2 chansons, mais ils s'arrangent avec le DJ. Dans une chanson, on met une boucle qui doit durer 10 minutes. La boucle, le beat, poum, poum, entre-temps. Oui, le président Irgoff. Oui, le président Nelson. Oui, le président Sibor. Oui, le président Fred Johnson. Oui, le président, oui, le président. Et le temps qui ne peut que passer. Et au final, le temps de te réveiller, t'amuser, il est 5 h. Tu as payé ton argent pour rien. Et mon gars, quand tu gagnes ton argent, demain tu ne viens plus. C'est pas que les artistes qui sont les produits de ces soirées-là. C'est ces gens qui viennent dans les soirées qui sont les produits de soirée. C'est ça la particularité. Il ne faut pas que les gens se plaignent. Parce que c'est ça qui fait ces soirées. Oubliez un peu l'histoire des marraines, des tables VIP. Non, de faire une soirée, simplement dire que le billet c'est 30 € et à l'intérieur consommation 50 €. Et de ramener les bons artistes, c'est ce qui nous font vivre en ce moment. Et je crois que ça peut redevenir comme avant. Si tu vas venir payer tes 20 € ou tes 50 € pour voir les présidents, mais tu t'assois chez toi. Parce que chacun aime être président. Quand je sors avec ma compagne, je vais à une soirée, j'ai mon budget 100 €. À l'instant, pour ma compagne, je suis son président. Donc je dois la mettre à l'aise. Si je n'ai pas le temps elle passe son temps, au lieu de me regarder, travailler, être avec moi en soirée, elle passe son temps à regarder les gens. Parce que vous tous, vous attirez son attention. Le président DJ, président ceci, président cela, président cela. Moi-même qui amène ma compagne, je suis frustré. Parce que je me sens petit
Je sens qu'on peut arracher. Donc demain, si j'aime vraiment ma femme, je ne viens plus. Parce que vous allez tellement citer président, on ne sait jamais. Un président peut venir se battre sur ma femme et me voilà qui perd et mon argent et qui perd ma femme. À cause des présidents que vous avez cités à la soirée. Et le plus souvent, ces présidents n'ont pas beaucoup consommé. Hein. Si la personne a banqué, c'est pas pour qu'il arrive dans la salle et qu'on ne lui dise pas qu'il est là. Quand il est parrain ou marraine, il arrive, on doit lui donner les honneurs dus à son rang. C'est comme quand on reçoit un président de la République. On ne reçoit pas un président comme on reçoit une personne lambda. Malheureusement, oui. Les promoteurs de soirée ont besoin de ces parrains et marraines parce que il y a la salle à payer, il y a le personnel à payer, il y a les DJ à payer, il y a des charges. Le public s'en va. Pourquoi? Parce qu'il se sent délaissé. Vous arrivez dans une salle de 1000 personnes, vous avez 600 VIP. Donc vous avez 300 VIP qui occupent toute la scène de la salle. Les 600 autres sont derrière, ils ne peuvent même pas voir le spectacle. J'avais proposé deux solutions. Soit les VIP, on les met maintenant en arrière, on leur fait un carré, comme ça se fait dans des discothèques, ça fait dans des grandes salles prestigieuses, on leur fait un carré. Soit on met une scène où l'artiste peut rester sur la scène, au moins tout le monde peut voir l'artiste en train de chanter. Mais on ne peut pas mettre un artiste autour d'un cercle de privilégiés. Les autres qui ont payé 20-25 euros rentrent sans avoir vu le spectacle. Ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'ils ont déserté. Ils se sont dit, on leur manque de respect. Alors que c'est eux souvent qui faisaient la plupart des recettes. Le problème, c'est que les gens des soirées là, ils sont plus gentils avec les autres quand ils savent que, quand ils savent qu'ils vont organiser sa soirée peut-être au mois de mars, en janvier, il devient gentil. Il te dit bonjour dans Facebook, il te dit bonjour dans la rue. Et le soir, bonjour, c'est des bonnes paroles. Mais après la soirée, il se devient un peu genre, il fait en sorte comme s'il ne te connaissait plus. C'était plus tu vois un peu la personne change du jour au lendemain. Tu te poses des questions comme mais pourquoi ça a découragé beaucoup les gens. Quand on peut être ami avec une personne parce qu'à la veille de ma soirée, je vais aller interpeller Lolo parce que c'est que Lolo viendra à ma soirée, il va venir prendre une table. Et je me rends compte que le lendemain de la soirée, même le jour de la soirée, même déjà, il devient déjà agressif, il n'est plus gentil. Bon, beaucoup de gens ont compris ça et puis ça fait en sorte que les gens ne vont plus dans les soirées. Pourquoi les clients même ont déserté nos soirées? Parce que on a fait la part belle, beaucoup de part belle au VIP. On a oublié les clients qui payaient les entrées classiques. Je veux bien comprendre ceux qui veulent bien s'amuser, qui arrivent, qui veulent s'amuser sans toutefois tenir compte de qui que ce soit. Et quand ils arrivent, voilà, on les saoule avec les parrains ou marraines et tout. Je comprends. Réfléchissons à comment ne pas non plus mépriser ceux qu'on appelle les VIP, mais leur proposer une autre organisation, un carré pour eux, où ils seront là, même avec une piste privative si on veut, mais que là, 75% de la salle soit réservée aux clients lambda. La plaie est profonde. Il y a des choses qui remontent à très longtemps. Et c'est un peu comme des querelles de famille qui se transmettent. Mais comme je dis toujours et je maintiens que quand le combat se passe entre les baobabs, c'est les baobabs qui doivent résoudre le problème. Il appartient à ceux qui ont été les initiateurs des soirées parisiennes. Il leur appartient peut-être de je ne sais pas si s'asseoir pour discuter, si ce sera possible, compte tenu des rancœurs des uns et des autres. Si c'est possible, ce sera l'idéal. Mais étant donné que c'est allé comme une chaîne et que ça a créé plusieurs nœuds comme ça, il faudrait défaire tous les nœuds à tous les niveaux pour que ça coule. Mais ce sera compliqué. Peut-être la solution, comme je l'ai dit, il faut que toute cette génération-là même disparaisse d'abord et que la nouvelle génération qui viendra apporte un nouveau vent, un nouveau souffle pour faire marcher la culture camerounaise en France. Mais la solution, pour moi, je pense qu'il faut que, un peu comme les Simon, les autres, qu'ils laissent la place complètement aux autres et qu'il y ait une nouvelle dynamique qui portera ce showbiz, qui portera cette culture pour faire avancer
et faire éclore une nouvelle dynamique. Où est celle que j'attendais? Où est celle que je voulais? Je sais que tu n'es pas loin, ne t'en fais pas, ma boutique. Comme on dit en général, chacun respecte son couloir. Je suis dans mon couloir, je fais ce que j'ai à faire. Je regarde pas ce que mon voisin fait. D'ailleurs, s'il fait des choses qui sont bien, j'apprécie. Moi, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice au niveau du développement de la culture urbaine camerounaise sur la place parisienne et aussi africaine de manière générale. La bonne charité commence par soi-même. Je suis camerounais d'origine, donc je commence par un développement au niveau de mon pays. Voilà. Après, ça s'étend de manière très large. Voilà ce qui se fait, que ce soit des polémiques, les histoires. Voilà. Moi, j'évite d'entrer dans des polémiques, j'évite d'être mêlé à des histoires. Et tout ce que je sais faire, c'est la musique, la passion. Je fais tout avec passion, avec ambition et avec persévérance. Voilà ma recette. Et je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que moi, je démarre encore. Je suis qu'à mon humble avis, je suis qu'une petite pierre dans un grand ravin. Mais j'essaye à mon niveau de faire les choses bien carrées, voilà, avec amour, passion, comme je disais tout à l'heure, avec ambition et tout. Donc, le chemin est encore très long, voilà. Il est arrivé à la mauvaise période. Et il a pris le coup de cette guerre-là. Oh, le pauvre, il n'y est pour rien. Hein. Il n'a pas été avant ni pendant. Il est arrivé que voilà, le climat était déjà morose et puis voilà, il a pris un coup. Mais normalement, il ne devrait pas le prendre. Je l'ai compris très vite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand on a commencé à travailler les premiers concerts, il y a plusieurs personnes qui travaillaient ensemble. Et pendant la préparation du concert, on s'aperçoit qu'il y a déjà des sessions qui se font entre eux. Des gens qui ne comprennent pas ou qui n'acceptent pas les décisions des autres. Et puis après, au fur et à mesure des concerts, oui, j'ai compris que c'était vraiment que la diaspora et la communauté camerounaise étaient fragmentées. Ces petites guéguerres ont fait que, oui, Torpedo est un dommage collatéral de ces guéguerres-là, parce qu'il ne participait pas aux mafias, il ne participait pas au complot, il ne voulait pas avoir derrière lui une armée contre une autre. Il voulait rassembler tout le monde dans le même panier et dire nous sommes Camerounais, on défend la culture camerounaise et on la porte haut. Il est un dommage collatéral. Nous sommes venus de plein fouet au moment où il y avait des conséquences de ce conflit. Il y avait des conséquences de ce conflit. Ce qui faisait en sorte que nous, en venant présenter un nouveau concept, en venant présenter un projet innovant, on prenait des risques. Moi, je lui dirais, ce n'est pas en baissant les bras qu'on va faire évoluer les choses. C'est justement en tenant tête et en faisant front ensemble, on y arrivera. J'ai remarqué, j'ai constaté, j'ai compris en même temps que Torpedo n'avait pas compris le public camerounais. Quand tu investis et qu'il n'y a pas un retour sur investissement, au bout d'un moment, voilà, il faut savoir arrêter. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Torpedo. La décision de Torpedo, pour moi, j'ai été surpris que ce soit fait sur les réseaux sociaux parce que ça a donné l'occasion aux gens de dénigrer davantage la musique 237. Mais pour moi, personnellement, je trouve que c'est dommage parce que Torpedo a fait des choses et c'est certain que son coup de main aurait eu un impact dans le développement de la musique de chez nous. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que s'il n'y a plus Torpedo, forcément il y aura quelqu'un pour faire les choses parce que nous, on est des jeunes, il y a des choses qu'on a engagées, on se sacrifie pour cette musique 237 et on ne va pas s'arrêter là parce que quelqu'un décide de sortir du bateau. On va faire avec les moyens du bord, mais c'est juste dommage, quoi. Je pense que Torpedo a peut-être fait l'erreur de dire qu'il ne produira plus jamais les artistes camerounais. Il aurait pu nuancer son message, peut-être ne même pas dire
laisser ne plus les produits et se donner un peu de temps. Parce qu'on constate bien que je suis convaincu qu'il y en a qui l'ont appelé, qui étaient même prêts à ce qu'il les produise gratuitement. Pourvu qu'il les mette une scène classique normale. Il ne peut plus, peut-être parce qu'il est coincé par son mot qu'il a dit « je n'en veux même plus ». Or, en produisant un artiste qui vient te proposer ses services gratuitement, tu cherches un autre moyen de rentabiliser ça autrement, sans forcément dire que tu ne. Moi, je connais personnellement Bertrand Torpedo. On a eu à discuter et la vision qu'il avait, c'était plus la vision d'un guerrier qui était prêt à vraiment prendre des risques. Mais je suis à la fois étonné qu'au bout de 3 ans, il décide comme ça de dire « ouais, je claque les portes » et en plus, il ne claque pas les portes doucement, frère. Si j'ai un regret à faire, c'est de me dire j'ai peut-être attendu trop longtemps avant d'arrêter de travailler avec des Camerounais. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on enchaînait les concerts, et en même temps, on enchaînait les concerts alors qu'on se confrontait toujours au même problème. Toujours au même problème. Moi, j'ai été énormément choqué par cette décision et je ne suis toujours pas d'accord par cette décision. Et moi, ce que j'aimerais dire à Torpedo, c'est qu'il est important qu'il revienne parce qu'on a discuté, il y a des projets, il y a des choses à faire. L'Afrique regorge d'énormes, de grands talents. Et lui, en tant que producteur, c'est son devoir de les mettre en avant. Aller dans les concerts, moi, ça me plaisait vraiment parce que un soir, aller voir un artiste à l'Olympia, je n'étais jamais allé là-bas. Grâce à lui, j'ai connu l'Olympia, j'ai connu la Cigale, j'ai connu plein de grandes salles parisiennes grâce à lui. Donc, il revient vers nous et nous, on va travailler ensemble, on va l'aider. Franchement, moi, je me demande pas s'il va revenir ou pas. Je pense que c'est peut-être un homme de parole, il ne va pas revenir. Moi, la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme il n'est plus là? Bah, on continue. On se bat, on essaye de fermer des trous, on met la force dans les choses à venir et on essaye de développer à notre façon sans. Et puis s'il revient, c'est une bonne chose, ce sera un plus, mais s'il ne revient pas, on met des stratégies sur pied, la force et l'énergie qu'il faut pour continuer à développer quand même. Je ne suis pas fermé à 100%. Il faut que les choses changent et par contre, c'est sûr que si je recommence à travailler avec des artistes camerounais, la première chose déjà, c'est que je ne changerai pas ma manière de fonctionner. Je travaillerai comme moi j'ai envie de bosser et si ça ne plaît pas, tant pis. Après, par contre, je pense aussi que j'aurai une sélection du choix de mes artistes qui sera beaucoup plus draconienne. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on a fait beaucoup de concerts. J'ai espéré beaucoup de choses. Bon, il y a eu pas mal de déceptions à plein de niveaux. Et là, donc, si je retravaille avec des artistes camerounais, effectivement, le choix artistique, pas seulement artistique, ça sera aussi un choix de compréhension. C'est-à-dire qu'il faut que les artistes, s'ils viennent travailler avec moi, ils me comprennent et ils comprennent comment je veux travailler et où je veux aller. Donc à partir de là, oui, je suis pas fermé. Ceux qui croient avoir gagné, ils ont perdu. Ils ont perdu beaucoup idéologiquement. Ils ont peut-être gagné financièrement, mais ils ont perdu idéologiquement. Ils ont perdu en termes de valeurs humaines. Ils ont perdu parce que on a défendu ça énormément pour mon concert à Bruxelles. On a fait comprendre à beaucoup de gens que venir à un concert d'un Camerounais, que vous l'aimiez ou pas, c'est important. Parce que vous n'avez jamais vous ne perdrez jamais rien à dire. Je suis venu dans un concert d'un Camerounais qui me fait danser tous les jours. J'ai dansé, je suis rentré, j'étais content. Vous n'allez jamais perdre quoi que ce soit. Ça ne va jamais vous enlever, au contraire, vous aurez un plus. Vous aurez un plus parce que demain, vous aurez la possibilité, vous, de vous asseoir et de dire, moi, j'ai vécu cet instant. On ne parle pas de quelque chose qui est totalement utopique pour moi. J'y étais. Je suis celui-là qui a vécu profondément ma génération et je peux prendre position aujourd'hui. Et c'est ça que
C'est ça qui manque à beaucoup de gens. C'est ce niveau de réflexion-là qui malheureusement manque à certaines personnes et les pousse à mener des guerres parce que dans une guerre, finalement, le seul qui gagne, c'est le fabricant d'armes. Moi, je veux continuer à exhorter tous mes collègues, tous les acteurs culturels, de soutenir et d'avoir l'amour de la culture, mais sans se battre. Sans se battre. Mais que nous tous, nous puissions nous joindre pour mener tous ces projets à bout. S'ils peuvent déjà commencer par signer des contrats avec les artistes. Signer des contrats, c'est pas grand-chose. Si tu veux vraiment être promoteur, ça veut dire que tu as au moins une petite licence, tu as un petit sirette qui te permet d'un côté de te couvrir toi-même et de couvrir les concernés, les acteurs de ton événement. Mais fais des choses toujours comme les amateurs. Ça ne nous amène nulle part. Quand je parle des contrats, c'est vraiment le b.a.-ba. C'est-à-dire que tu prends un artiste, vous avez un contrat en bonne et due forme. Il ne veut pas que tu prennes un artiste. Moi, j'ai eu un cas récemment en Suisse où un artiste n'a pas voulu signer un contrat parce que lui-même, il est dans la logique de l'amateurisme. On allait prendre quelqu'un d'autre. Commencez par le b.a.-ba qui consiste à signer un contrat. Un peu comme quand ils vont louer une salle. Comme c'est des Blancs, comme c'est des Européens, ils se soumettent à signer que la salle, on lui donne un reçu. Qu'il commence aussi par faire ça avec les prestataires. Voilà ton reçu. Ce n'est pas une question qu'on manque de confiance à qui que ce soit. Mais le petit premier sérieux commencera là. Mais quand déjà même ce petit sérieux n'est pas respecté, on va aller où? Nulle part. Les états généraux de la culture dans la diaspora camerounaise. Si on le fait, que chacun prenne sa place aussi, parce que dans les états généraux, on désignera qui mérite d'être où, que chacun prenne sa place, et maintenant que les autres apprennent à se former et à écouter ce que celui qui connaît mieux transmet. C'est tout simplement ça, il n'y a pas la magie. Parce qu'il y a trop d'amateurs. Plus il y a des amateurs, plus ça ne peut pas marcher. Si je sais que moi, j'ai fait du mal à X, qu'on ait l'humilité d'aller voir X et de lui dire vraiment, je suis désolé. C'est un moment d'égarement, je ne sais pas, mais qu'on ait l'humilité, cette humilité-là de reconnaître que j'ai blessé un X, peut-être consciemment ou inconsciemment. Le pardon est toujours, c'est quelque chose qui apaise et qui efface ça. Bon, on n'oublie pas, mais au moins quand tu as demandé pardon, même quand la personne veut encore te saboter, elle a quand même sa conscience qui lui dit, elle est quand même venue te voir. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là, il faudrait qu'on apprenne à respecter les aînés, qu'on apprenne à être humble, qu'on laisse un peu cet orgueil qu'on a tous, chacun a son orgueil. Mais au bout d'un moment, ça ne sert à rien. On peut être orgueilleux sur certains domaines parce que, bon, soit on est dans sa raison, mais quand c'est passager, c'est une soirée. Et dans une soirée, on a besoin de tout le monde. Que ce soit mon ennemi, que ce soit mon ami, j'ai besoin de ton argent parce que je gagne la soirée pour gagner l'argent. Mais si je ne veux pas aller vers les gens parce que, je ne sais pas, j'estime que je suis trop belle, c'est moi qui perds. Parce qu'au final, si on sabote ma soirée, qui perd? C'est moi. Il faut une ligue européenne des acteurs culturels camerounais qui vont se mettre ensemble pour voir quelles sont les voies et moyens pour sortir de ce marasme-là. Parce que déjà, nous avons un déficit d'artistes. C'est les mêmes artistes qui tournent. Nous avons un déficit de salles. Est-ce que vous savez que les Camerounais à Paris, quand on compte Nanterre, le Moulin-Basset, Sarcelles, et espace, comment ça s'appelle, il y a aussi l'espace Noisy-le-Sec. Les Camerounais par an dépensent à peu près 950 000 € en location de salles par an. Et ça fait pratiquement 20 ans que ça dure. Si les Camerounais s'étaient dit un jour que on va perdre les jambons tout le temps, on se met ensemble, on met en place un projet, à 2 millions d'euros, on a une salle de spectacle, une salle de banquet. Nous sommes propriétaires, tous les acteurs culturels sont actionnaires, on peut trouver des financements, même au Cameroun, même il y a tous ceux-là qui viennent donner des gros billets chaque fois sur la on peut leur dire, écoutez les gars, on ne vous empêche pas de donner, mais vous pouvez aussi financer cette salle qui va vous servir.
Ça veut dire que si même en faisant un prêt de 2 millions d'euros pour monter une salle de banquet, la rentabilité, maximum en 2 ans, 3 ans, c'est remboursé. Les acteurs culturels actuels savent, puisqu'ils se le disent tous les jours, ils en parlent tous les jours, mais putain, personne de ces mecs n'a le courage de dire en face de ces gens, des responsables, la vérité. La vérité, tout le monde la connaît. Tant que Ngamo et Banda et Gauthier ne vont pas s'asseoir pour régler leurs problèmes. Eux tous là, tout ce que Ngamo fait là, excuse-moi, hein, je considère que c'est encore le théâtre. Je ne me ferai peut-être pas que des amis en posant ce débat qui mine la diaspora culturelle camerounaise. Rester indifférent à tout ce qui se passe ne grandira pas la culture camerounaise hors de ses frontières. Je pense avoir fait ma part. Je ne suis pas journaliste. Je suis simplement un réalisateur qui réalise en laissant chaque acteur jouer son rôle. Je remercie tous ceux qui ont accepté de participer à ce reportage. Et je remercie aussi tous ceux qui n'ont pas voulu participer à ce reportage. J'espère avoir apporté un peu de lumière aux zones d'ombre de la diaspora culturelle camerounaise. Je resterai toujours fier de servir la culture camerounaise hors de nos frontières. Chivas Sibog.